démarrer, je vous dirais que c'est vrai que cette campagne est une belle aventure, une aventure exceptionnelle. Personne n'aurait imaginé qu'on ait autant de temps, 3 mois, entre le premier et le second tour. C'était une chance finalement pour nous, puisque ça a permis aussi de mieux saisir le positionnement que nous avons, c'est-à-dire que nous sommes, à mon sens, dans le vrai. Nous avons cette sérénité aujourd'hui, nous avons pu analyser le premier tour, nous avons compris la confiance que vous nous avez donnée et finalement c'est déjà une très belle victoire. Nous avons fait 2 mois de campagne, nous sommes partis les derniers, nous n'étions pas connus, je ne suis pas une élue, je crois qu'à part une personne parmi les 37 de cette liste, personne n'avait fait de campagne municipale auparavant. Donc nous avons avancé avec le cœur, avec l'envie, en essayant d'innover, en essayant de composer avec nos contraintes professionnelles et personnelles. Et c'est vrai que 10%, c'est une énorme victoire. Je le dis parce qu'on en parlera peut-être un petit peu après aussi. On a beaucoup discuté avec d'autres candidats qui ont fait aujourd'hui alliance. Et nous avons discuté notamment du sens à donner aux résultats du premier tour. Et à chaque fois, les 3 personnes, les 3 responsables des 3 listes étaient unanimes. S'il y a effectivement une victoire au premier tour, c'est la nôtre. Nous sommes malgré tout les derniers sur les 6 candidats, mais je pense qu'il est important de saluer ces premiers résultats parce qu'ils sont très encourageants et nous confirment finalement que nous répondons véritablement à un besoin de la ville, aux besoins des Mançonniens. Donc c'est aussi dans cette logique que nous poursuivons tous nos efforts, que nous essayons de nous faire connaître davantage et que vous appreniez quelque part à voir toute la sincérité de notre démarche et notre motivation première. Campagne exceptionnelle, je vous l'ai dit, du fait du temps, mais aussi du fait de, je dirais, c'est la violence politique que ça engendre. Nous l'avons constaté ces derniers temps. Je pense que là, il y a de vrais enjeux. Je reviens juste rapidement sur le résultat de Jacques Miard, 35% au premier tour. C'est un score qui nous a beaucoup étonnés. Alors nous savions qu'il y avait une vraie envie de renouveau dans la ville. Nous l'avons perçu parce que nous la partageons, cette envie. Mais 35% dans un contexte de crise sanitaire, alors que les maires aux alentours, les maires sortants ont fait entre 60 et 70%, ça veut dire beaucoup. Et c'est très compliqué pour les populations d'aller manifester pour avoir ce changement-là, alors qu'on a été habitué à quelqu'un qui est à la mairie depuis plus de 30 ans, 36 ans, qui tient sa commune, qui tient ses dossiers, qui a la compétence pour lui et la connaissance des dossiers de la ville avec l'historique. Donc ces 35% veulent dire vraiment quelque chose. Ça veut dire que finalement, la ville est prête à changer, la ville est prête à se lancer dans une nouvelle aventure. Il faut juste être certain de notre choix, c'est ça que ça veut dire, de trouver la bonne personne qui continuera finalement tout ce qui a été bon pour la ville jusqu'à maintenant, qui continuera à mener à bien tous les projets qui ont été positifs, mais qui en revanche, sur certains éléments, sur certains aspects de la commune qui ont été délaissés ces quelques années, ou des projets, je pensais beaucoup en termes d'urbanisme, qui choquent aujourd'hui, il est important qu'on reprenne la main. Et puis il y a une autre dimension dont on parlera tout à l'heure, c'est l'avenir. La nouveauté, c'est aussi tout ce qui est développement durable, tout ce qui est numérique, toutes ces choses finalement qu'on doit rattraper et qui sont devenues maintenant incontournables pour une ville. Cette violence politique, je vous le disais, on l'a beaucoup vue parce que je pense que c'est un sujet que beaucoup veulent voir abordé. C'est pourquoi nous nous sommes maintenus, liste indépendante, liste seule, dans le cadre du second tour. Alors tout d'abord, c'est aussi un moyen de saluer la confiance qui nous a été donnée, 10%, à une voix près, 10%. Nous avons eu cette chance qui nous donne la possibilité de nous maintenir. Mais nous ne sommes pas maintenus pour une question d'ego ou parce que nous pensons être forcément les meilleurs. C'est pas cette logique-là. La logique que nous avons eue pendant toutes ces négociations qui ont duré 2 mois, c'était celle de préserver et de conduire nos projets. On voulait l'assurance que ce pourquoi on s'était engagé serait réalisé pour la ville. Et c'est vrai que je dois le confier, c'est peut-être un constat d'échec à ce niveau-là. À un moment, j'ai perçu la pression montant que le seul objectif véritable de ces 3 candidats alliés était des objectifs personnels.
de la revanche personnelle face à des histoires qui avaient été douloureuses avec le maire sortant, et que c'était plus une volonté de gagner à tout prix et non pas quelque chose qui apportait du positif à la ville. Donc c'est aussi ça qui m'a profondément choquée, d'autant que notre engagement, qui est relativement récent dans la campagne municipale, est un engagement profond qu'on a laissé mûrir, et c'est la raison pour laquelle on est parti les derniers, parce qu'on voulait être certain d'y aller, parce qu'on avait quelque chose à apporter et parce qu'on était utile à la ville. Donc c'est cette logique-là, on ne s'est pas retrouvé là-dedans, parce qu'on n'a jamais fait, nous, de campagne contre quelqu'un. On dit souvent, quand on parle de notre liste, les gens qui nous côtoient, qui ont appris à nous connaître, les gens qui sont venus à notre local de permanence à la rue de la Mette, qu'il y a deux adjectifs qui nous caractérisent, l'écoute et la bienveillance. Et cette bienveillance, nous l'avons eue également à l'égard des autres listes, en respectant le jeu politique, ce qui aujourd'hui, pour nous, est toujours le cas, mais c'est vrai qu'on sent les tensions fortes et les attaques qui fusent de partout et pas contre nous. Donc ça nous renforce aussi dans l'idée que nous avons bien fait de rester indépendants, de continuer à mener nos projets, parce que le Covid n'a pas entamé notre motivation à cet égard. Je pense au projet du lycée que nous sommes les seuls à porter depuis le début. Nous avons continué à le bâtir, nous avons dévoilé le projet à l'Éducation nationale au moyen d'un courrier, sollicité la tenue d'un rendez-vous. Nous savons que nous allons avoir un jeu de navettes, comme les navettes législatives sur ce projet, et on s'y prépare déjà pour avoir plus d'arguments et plus de points encore. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous sommes des amoureux de la ville, c'est ça qui nous motive, et non pas un jeu politicien. C'est vrai que nous avons fait le choix d'être apolitiques. Nous avons cette nuance d'hiver-droite, mais nous ne sommes pas affiliés à un parti politique, et encore une fois, je n'ai même pas interrogé mes colistiers sur leur appartenance ou non à un parti politique. Nous n'avons pas fait ce jeu des logos, comme on l'a vu chez d'autres candidats, ajouter tous les logos de la liste, parce qu'on tient à cette indépendance, et puis parce que c'est pas ça notre moteur. Et on le voit aujourd'hui dans l'Alliance, à la fin, quand les enjeux sont là, quand vous faites partie de ces partis politiques, parfois, alors ça peut être un atout aussi, mais parfois vous êtes un peu guidé par le national et vous êtes tenu à des postures qui ne vous correspondent pas. Dans le jeu local, dans une élection municipale, il est important de composer avec le fait que nous sommes des Mançoniens, nous sommes des habitants, nous ne sommes pas que dans un jeu de candidats, et ça nous touche personnellement. Je pense qu'on s'est engagé parce qu'on veut que ce Maison Laffitte reste aussi merveilleux qu'il est aujourd'hui, parce que c'est une ville exceptionnelle, il faut le dire, et on veut protéger et continuer à bâtir cette ville pour l'avenir, pour nos enfants. Donc nous sommes effectivement apolitiques, et c'est ce qui nous donne aussi cette liberté de ton, et c'est aussi pour ça qu'on a pu faire une campagne qui est vraiment à notre image, dynamique, à votre écoute surtout. Je dis à votre écoute parce que je parle déjà de ça un peu plus tôt, mais on avait tenu des réunions participatives, c'était notre but, dans le cadre des réunions qu'on a pu avoir dans notre local de campagne, 25, tous les jours, tous les soirs, de 18h à 20h, on était là. On avait établi un fil directeur pour essayer de cadrer le thème, mais on pouvait parler de tout, de toute manière. À l'issue, nous avions pris 1, 2, voire 3 engagements par soir, des engagements très concrets. Donc c'est quelque chose qui nous plaît, c'est-à-dire qu'on écoute et après on rediscute et on refaçonne quelque part des idées qui nous semblent importantes, et après on est plus en capacité, en ayant pris en considération toutes les situations, de construire et de bâtir un projet qui est solide. Ça a été aussi l'occasion d'en rediscuter entre nous, colistiers, et on était pour ça dans une situation très agréable, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on en discutait autour d'une table, la voix avait autant de valeur qu'elle vienne d'électeurs ou de notre propre équipe, et c'était un moment vraiment très constructif. Dans le cadre du second tour, campagne numérique, on a essayé de poursuivre cet engagement. Nous avons fait, là on en est à 20 Facebook Live à peu près. Alors au début des vrais lives pris avec des difficultés techniques malheureusement, mauvaise connexion, donc là on a fait un petit différé pour gagner en qualité, et nous avons souhaité donner la parole à des Mançoniens qui éclairaient un petit peu le débat de choses utiles pour la ville, des sujets de santé publique par exemple qui n'étaient jamais abordés,
des sujets sur les commerces avec des retours d'expérience, tous ces aspects qui pour nous étaient des paroles importantes de Sonia et qui nourrissaient le débat. Le but est même de dépasser notre propre action, parce que quelque part, ce qu'on a pu voir, et ce qui me satisfait énormément, c'est cette perméabilité de nos idées, de nos projets vers d'autres listes, vers d'autres programmes. Pour ne pas citer, le maire actuel réalise beaucoup de choses en ce moment, et c'est en même temps une validation de la pertinence de notre programme et une première victoire. C'est-à-dire que nos idées arrivent à emporter la conviction de personnes qui ont cette compétence aussi, qui voient qu'effectivement la société souhaite ces changements, et ça c'est vraiment une première victoire. Donc ça nous conforte. Donc quelque part, ces 3 mois qui nous ont laissé le temps de réflexion, le temps de poursuivre nos projets, nous donnent cette force et cette légitimité qu'on ne nous donnait pas forcément dans le jeu politique au début. C'est-à-dire les autres élus nous disaient clairement « mais vous n'avez pas votre place, nous sommes élus, nous avons une priorité naturelle ». On a pu démontrer que finalement, ce n'est pas la politique qui crée la compétence, c'est finalement la volonté de saisir un sujet, de le travailler, l'envie aussi, puisque ce qu'on porte, ça nous dépasse nous-mêmes. Quand je dis souvent « le jeu m'engage pour vous », c'est quelque chose de très impersonnel. C'est tous ceux qui veulent bien donner un peu de leur temps et une pierre à l'édifice qui s'engagent au travers de cette liste. Il y a encore bien d'autres colistiers dans la salle. C'est vrai que ce soir, la participation est aussi un petit peu limitée parce qu'on retransmet, j'ai oublié de vous le dire en live, cette vidéo pour que ceux qui n'avaient pas la possibilité ou qui n'osaient pas se confronter aux chaleurs extrêmes de la salle Malesherbes puissent nous voir également. Donc en tout cas, nos colistiers, notre équipe, vous la reconnaissez aisément à l'aide d'un petit badge qu'on a mis, et on est vraiment à votre entière disposition pour répondre à vos questions ou même à l'issue de la réunion. Nos 5 priorités qui sont pour nous les éléments de programme les plus prioritaires, on les a dévoilés déjà dans le cadre du premier tour parce que ça n'a pas changé, ça n'a fait que le temps n'a fait que renforcer l'importance de ces sujets. Le premier sujet, c'est celui de la sécurité. Je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on entend beaucoup dans les villes aujourd'hui. Alors on peut se dire que Maisons-Laffitte est une ville sûre, dans laquelle il fait bon vivre. On l'avait lu encore dans la presse il y a quelques temps. Mais en même temps, les chiffres sont là. La situation en matière d'attaque aux biens et aux personnes se dégrade. Mais elle se dégrade comme elle se dégrade dans d'autres villes. Ce n'est pas propre à Maisons-Laffitte, mais c'est un élément dont il faut tenir compte. Parce que je pense vraiment qu'il faut aujourd'hui construire la police qu'on aura, en tout cas la sécurité de notre ville pour demain. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut construire comme une réaction d'urgence en quelques mois. Il faut vraiment bâtir ces bases solides qui nous permettent d'avoir une ville plus sûre demain. La santé, il y avait une chose qu'on a pu constater effectivement avec la santé, c'est que ce n'est pas un sujet qui a été traité au plan de la ville jusqu'à maintenant, tout simplement parce que ce n'est pas une compétence communale. On a effectivement des politiques publiques de santé, mais ce n'est pas un sujet qui normalement est traité au niveau local. Nous pensons, que nous devons faire quelque chose pour développer l'offre de soins à Maisons-Laffitte, parce qu'on a fait le constat qu'on a des populations, des médecins vieillissantes, qu'on avait perdu, je crois en 10 ans, plus d'un quart de nos praticiens. Alors il y a eu des problèmes de normes d'accessibilité handicapées qui ont fait fuir certains qui, pour des raisons économiques, n'ont pas pu poursuivre leur activité à Maisons-Laffitte. Donc il y a des vrais sujets, sauf que si on en reste là au problème de compétences, on ne fait rien. On l'a vu avec la crise du Covid-19, on a besoin d'avoir une offre de soins locale. On a besoin d'avoir ce qu'on peut appeler maison de santé ou centre de santé, Thomas l'évoquera bien mieux que moi. On a besoin d'avoir un pôle pluridisciplinaire de médecins qui puisse vous apporter une réponse à vos besoins de soins un petit peu dans tous les domaines les plus habituels, aussi de personnel paramédical pour les assister dans cette mission. Notre priorité, la troisième, c'est un dossier, plus qu'un sujet en lui-même, c'est l'hippodrome.
On parle du dossier de l'hippodrome parce qu'on ne peut pas résumer l'identité cheval de Maison Lafitte à l'hippodrome, mais c'est un vrai dossier épineux et c'est pour ça qu'Olivier travaille sur ce sujet-là, parce qu'il faut complètement désamorcer la situation. Pour ceux qui ont lu les fiches qu'on a rédigées, la situation est un peu catastrophique, c'est-à-dire que les courses sont d'ores et déjà arrêtées, en dépit des banderoles que vous pouvez voir sur la façade de la mairie. Les courses sont arrêtées. France Gallo Association, loi 1901 sous la tutelle de l'État, nous indique qu'elle est dans une situation économique qui est vacillante, qu'elle a dû faire preuve d'une bonne gestion, a licencié pas mal de monde aussi sur le site de Maison Lafitte. Il nous a expliqué que c'était juste un choix économique, l'hippodrome de Maison Lafitte et pas l'autre. Donc c'est quand même un reflet de difficultés qu'on ne peut pas occulter. Il est vrai que c'est France Gallo qui est propriétaire de l'hippodrome, ce n'est pas la mairie. Donc on n'a pas la main, la disposition sur ce bien. Donc il faut aussi rentrer, et c'est notre posture, dans une démarche de partenariat avec France Gallo pour les convaincre. Alors d'ores et déjà, on peut essayer de restaurer les courses. Si on trouve des arguments et qu'ils sont verts, c'est sûr, on vous l'assure, c'est une option que nous souhaiterions. Mais si malheureusement nos doutes sont confirmés, qu'on voit qu'effectivement il y a vraiment un problème au niveau national et que ça dépasse Maison Lafitte et qu'ils sont dans l'incapacité de réouvrir, de relancer les courses, alors comptez sur nous pour développer avec eux un projet qui donne l'identité, qui garde l'identité cheval. Sur le lycée, qui est l'autre dossier qui nous semble prioritaire et aussi assez innovant pour la ville. Innovant parce que dans le cadre de cette campagne, nous sommes les seuls à vous donner la garantie que nous nous engageons dans cette voie. Alors c'est sûr que nous avons des acteurs à convaincre, la région qui finance, mais la région n'y est pas du tout opposée, au contraire. L'éducation nationale, c'est un ministère qui est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que nous avons travaillé sur le sujet durant le confinement. Je leur avons adressé un courrier détaillé, que nous avons essayé de vendre le projet aussi, parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut que le ministère de l'Éducation nationale y voit un intérêt pédagogique au plan national. Nous avons vu qu'au niveau de... je vais faire occulter ça. Nous avons vu qu'effectivement au niveau de l'Académie de Versailles, la spécificité cheval, parce qu'on veut proposer une filière générale, mais également sport-études cheval, est quelque chose qui n'existe pas. Donc on veut aussi satisfaire un besoin pédagogique qui aujourd'hui n'est pas assuré dans la filière publique. La dernière priorité qu'on a identifiée, qui est matérialisée en dernière position, mais qui est loin d'être la dernière, c'est le développement durable. J'insisterai sur une chose, c'est que nous avons la chance dans notre équipe d'avoir Catherine Geoffrey, qui a travaillé dans le développement durable. Tu étais chargée de mission sur le campus de Paris-Nanterre. Tu as déjà mis en pratique toutes tes connaissances dans le domaine et c'est grâce à Catherine effectivement qu'on a pu réaliser, en tout cas préparer un programme qui est très pertinent au niveau écologique. On n'est pas sur du saupoudrage d'idées écologiques comme on peut le retrouver dans pas mal de programmes, parce que ce sont des arguments électoraux que les gens veulent entendre. Il y a un vrai fond, et avant même de parler de ce qu'on a prévu pour la ville, ça s'est traduit en fait, puisque pour ceux qui nous ont suivis sur Facebook, vous avez vu qu'on a mené 3 campagnes clean-up, qu'on a appelé clean-up, parce qu'on trouvait ça peut-être, on va dire, plus fun pour les jeunes, pour créer un dynamisme. Des campagnes de ramassage de déchets, on l'a fait sur 3 dimanches, on a invité tous ceux qui souhaitaient joindre à nous à y participer. On a ramassé des déchets dans le parc, on a fait après l'opération de Ma ville sans mégots et le week-end dernier sur les berges de Seine. Le but était de sensibiliser aussi les populations. On l'a vu, beaucoup de familles avec leurs jeunes enfants réagissaient, nous montraient un exemple pour expliquer tout l'intérêt de faire ces gestes pour notre planète, pour notre ville, mais aussi pour notre planète, pour notre avenir. Et d'ailleurs, les enfants le comprenaient très bien. Ils nous disaient c'est pour la planète. Donc on voit qu'il y a un terrain, et je pense que les enfants sont des éponges et sont prêts à ça. Donc il faut vraiment faire des actions comme ça qui peuvent paraître ludiques, mais qui donnent du sens et qui permettent de marquer, d'ouvrir les yeux sur cette urgence écologique. Nous l'avons marqué dans la fiche, effectivement, on est sur un point qui est
très, très consternant, un point qui fait peur quand on regarde le climat à l'échelle planétaire. Il n'est pas trop tard, mais il est temps de réagir. Et je pense que chacun d'entre vous a envie de faire quelque chose pour la planète aussi. On a tous cette fibre écologique. Rien que le fait d'habiter Maisons Laffitte en est la preuve, parce qu'on a tellement de biodiversité, d'espaces verts, que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que l'on aime naturellement. Donc je pense que ce n'est pas un non-sens que de dire qu'on souhaite plus de tri sélectif, de compostage, mais il y a un moment, on sait que les bonnes actions individuelles ne suffisent plus et qu'il faut une impulsion au niveau de la municipalité, ce qui est d'ailleurs un très bon échelon pour le développement durable. Donc il y a des choses que nous souhaitons faire pour la ville qui sont très concrètes, rentrer dans une écologie urbaine maîtrisée. Nous avons d'ailleurs créé une association pour continuer dans cette logique-là parce qu'il y avait un manque à Maisons Laffitte. Et nous allons en fait utiliser nos ressources, déjà les répertorier, les protéger, en tirer parti, essayer de végétaliser aussi le centre-ville, une traduction dans les projets de construction aussi, pour accompagner, expliquer aussi ce qu'est le développement durable, parce que sincèrement, pour avoir travaillé sur le sujet avec Catherine, je suis arrivée à la conclusion que c'est comme une science. C'est un domaine qui est très technique, qui nécessite des compétences réelles, vraiment une expérience également. Donc c'est quelque chose qui, si c'est bien mené, doit être mené par des spécialistes. Un sujet qui me semble primordial et aussi qui est renforcé, dont l'utilité est renforcée dans le cadre de la crise sanitaire que nous avons vécue, ce sont les finances de la ville. Nous avons effectivement la chance d'avoir des finances saines à Maisons Laffitte. L'équipe a su tenir la ville au niveau financier, sauf qu'effectivement, je pense que tout ce programme, tous ces projets ont une colonne vertébrale, c'est celui des finances de la ville. Et pour ça, je voudrais que Sébastien en parle très rapidement. Je ne vais pas être long en 2 minutes. Déjà pour commencer, en fait, il faut avouer qu'on a une bonne situation financière à Maisons Laffitte. Il y a une bonne réserve de liquidité et à côté de ça, comme M. Lard a pas mal communiqué dessus, un taux d'endettement qui est assez bas. Alors c'est bien comme ça, on peut juste poser 2-3 questions sur le fait d'avoir autant de réserve de liquidité, d'où est-ce que ça peut un peu provenir. On peut se dire que peut-être que la mairie a fait récupérer plus d'argent que ce qu'il en a dépensé pendant un petit moment, donc on a peut-être payé un petit peu beaucoup d'impôts pendant un petit moment. Et sur le fait qu'on a un taux d'endettement qui soit assez bas, on peut se dire aussi, bon, on aurait peut-être pu profiter sur des taux qui sont effectivement aujourd'hui bas pour les emprunts bancaires pour pouvoir mener des projets un petit peu avant et pouvoir en profiter ensuite par la suite. Et peut-être pas y attendre 20 ans pour pouvoir avoir suffisamment de réserves de liquidité pour enfin mener les projets. Donc sur ces 2 points-là, nous ce qu'on voudrait faire, ce qu'on propose, c'est justement de tirer pleinement profit de la situation actuelle. Et donc, avec cette réserve de liquidité, profiter des taux bas à aujourd'hui en augmentant peut-être un petit peu le taux d'endettement, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisqu'en fait l'objectif étant de trouver des projets qui créent suffisamment de valeur pour compenser les frais financiers associés aux emprunts. Et les frais financiers aujourd'hui associés aux emprunts, comme vous le savez peut-être tous, c'est les taux étant bas, tout le monde a cherché à négocier son emprunt bancaire pour sa maison, c'est un petit peu la même idée, autant profiter des taux de la banque. Donc créer encore plus de liquidité, on pourrait quasiment doubler nos réserves de liquidité pour pouvoir justement mener des actions derrière. Et l'une des premières actions que nous proposons, c'est justement de limiter la pression fiscale, voire baisser la pression fiscale aussi bien sur les particuliers que sur les entreprises dans un premier temps, sur 2-3 années pour faire suite à la crise sanitaire qu'on a eue et donner un petit peu d'air à la fois mentionné aux entreprises pour pouvoir rebondir et justement éviter de les étouffer sous l'impôt pour qu'ils puissent ensuite consommer et repartir proprement. De notre côté, ces réserves de liquidité pouvant nous aider à absorber le choc pendant peut-être 2-3 ans pour pouvoir ensuite continuer à pouvoir créer de la valeur. Le deuxième enjeu, donc après cette baisse de pression fiscale, c'est d'investir. Alors là, souvent quand on investit, on pense aux projets d'infrastructure, donc il y en a plein qui sont d'actualité et qui ont été lancés d'ailleurs, comme les terrains de tennis que l'on veut couvrir sur l'île, ou encore le centre culturel, ou encore dans le marché et le parking. Donc
Souvent en investissement, on pense à ces projets-là qui n'ont pas forcément une rentabilité directe, mais qui vont améliorer le quotidien de Maisons Laffitte. Nos idées, comme l'a expliqué Catherine, il y a des projets de développement durable. Généralement, le développement durable, ça coûte un petit peu d'argent, ça ne rapporte pas tout de suite. Tout ça, en fait, ça contribue au bien-être des Mançonniens. Et on pourrait se dire qu'en développant ce genre de projet, on va réussir à attirer du monde, à attirer des Mançonniens qui vont venir. Et donc, sans toucher à la pression fiscale, sans toucher au taux d'imposition, si jamais on arrive à augmenter le nombre de personnes qui viennent par ici, on va utiliser pleinement l'effet volume et donc potentiellement récupérer quelques recettes au niveau de la mairie pour compenser cette baisse de pression sur chacun des particuliers ou chacune des entreprises. Donc ça, ce sont certains types de projets, et nous avons d'autres types de projets qui ne sont pas forcément liés aux infrastructures, qui sont plutôt à exploiter ou à faire appel à des compétences qu'on n'a pas forcément ici, que la mairie n'a pas forcément, qui sont des compétences de prospection. On a vu, en fait, tout l'enjeu, c'est d'attirer des personnes sur Maisons Laffitte. Et donc, on pourrait soit recruter, soit peut-être juste prendre des experts sur le sujet et en prestation pour nous aider à développer ça, et attirer du monde pour la filière équestre, que ce soit cheval de selle ou cheval de course, qui est plus d'entraîneurs qui viennent ici avec plus de personnes à former. Pour tout ce qui est cheval de selle, plus de monde, il y a beaucoup de Parisiens qui pourraient venir, mais on n'a pas encore tout à fait les idées et les solutions pour pouvoir les attirer encore plus. Attirer du monde, c'est attirer des médecins. Pareil, au-delà d'offrir des conditions favorables à la mairie, on peut avoir des gens qui peuvent nous aider à prospecter ces médecins et les attirer pour améliorer le cadre de vie. La prospection aussi, et en particulier sur les entreprises. Il y a beaucoup de locaux dans les entreprises, en fait beaucoup de bureaux qui sont aujourd'hui pas forcément exploités à 100%. Et l'idée là aussi, c'est de trouver un moyen d'attirer les entreprises à Maisons Laffitte. Et une fois qu'on a attiré tout ce monde-là, sans toucher à la pression fiscale, ne serait-ce que par l'effet volume, on va pouvoir se retrouver et retrouver potentiellement un équilibre financier et pouvoir justement créer de la valeur après ces dépenses-là. Donc voilà 2-3 idées assez simples. Utiliser la dette pour pouvoir faire de l'effet de levier et investir pour le futur et attirer du monde à Maisons Laffitte. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses. C'est essentiel. Effectivement, c'est pas un élément qui est souvent mis en valeur dans les programmes, mais je pense que, encore une fois, le principe de prudence au plan comptable est très important pour une mairie et qu'il faut savoir raison garder dans l'engagement de nos dépenses. Je crois que vous l'avez compris, on a le défaut de nos qualités, on est passionné par nos sujets, on a un programme qui est très, très bien construit et assez étoffé. Donc nous avons pris le temps, peut-être trop de temps, pour parler de tout ça. Donc les autres engagements, si vous voulez, je vous dis juste les grandes lignes, mais on ne va pas s'attarder dessus. Et puis pour tout ce qui est questions-réponses, de toute façon, avec les contraintes sanitaires, nous pouvons très bien répondre à vos questions à l'issue, même à l'extérieur, ne vous inquiétez pas, ce sera avec grand plaisir. Juste pour les autres engagements, parce que c'est aussi important et on nous pose des questions dessus, je vous dis juste, nous avons décidé de mettre la famille au cœur de la ville avec des solutions de garde, le relais d'assistante maternelle, avec répondre et prendre en considération les situations de handicap, développer les liens intergénérationnels. Le deuxième, retrouver un urbanisme sensé. Je pense que c'est essentiel pour retrouver une image de notre ville, d'interdire des divisions dans le parc sur moins de 1000 m² pour le protéger, lutter contre le bétonnage du centre-ville, essayer d'imposer aussi notre vision du logement social au préfet et ne pas succomber à toutes les pressions nationales à cet égard. Là aussi, il faut de la rigueur, verdir le centre-ville, créer des zones plus respirables et notamment dans le cadre du changement climatique, faciliter les mobilités, avec la pratique de vélo, les bornes de recharge électrique, la navette électrique aussi dont on a parlé pour désenclaver des territoires aussi, pour permettre du centre-ville, d'aller du centre-ville dans le parc et vice-versa. C'est important pour nos équipements sportifs aussi. Le stationnement en centre-ville, nous avons évolué sur le sujet. Je pense qu'avec la crise du Covid, il faut vraiment soutenir la consommation locale. Nous proposons 1 heure gratuite de stationnement en centre-ville, en accord avec les commerçants également, pour permettre ce parcours client et favoriser un peu la relance. Consolider, développer l'identité cheval, on l'a déjà évoqué avec l'hippodrome, mais avec notre vision large du cheval à Maisons Laffitte, c'est prévenir les difficultés des professionnels, développer aussi tout ce qui est cheval de loisirs, cheval santé, le sport-études cheval, créer un partenariat aussi avec les professionnels cheval,
créer les coûts fixes de ces professions parce qu'ils sont très importants et qu'on aurait tout à gagner à se grouper, en tout cas à permettre ce groupement. Nous avons aussi retrouvé une ambition culturelle, je regarde Brigitte qui a déjà œuvré pour ça, avec accentuer l'identité bilingue de la ville puisqu'on a cette chance. Et effectivement, c'est aussi grâce à l'Ermitage, structure privée. Il faut reconnaître qu'elle nous permet aussi d'avoir un rayonnement qui dépasse les frontières du département. On a également effectivement rénové la salle Mazère. Je pense qu'effectivement, même à minima ce soir, une connexion Wi-Fi et un système de climatisation nous aurait rendu grand service. Donc il y a véritablement un problème. Il faut voir comment retrouver une salle plus digne de la représentation et de la programmation culturelle de la ville. Le conservatoire de musique est dans un préfabriqué et qui décourage parfois les parents d'inscrire leurs enfants aussi. Les jardins du château qui vont être faits, ça c'est essentiel, mais également avoir une programmation dans ces jardins en accord avec la conservatrice, soutenir les entreprises, le travail local, faciliter la venue des entreprises à Maison Lafitte pour réduire l'assiette de la fiscalité qui pèse sur les ménages, c'est important. C'est aussi du dynamisme pour pas simplement être une ville dortoir comme on le voit en région parisienne. Soutenir nos producteurs locaux, créer un label produit monsonien pour les valoriser. La couverture de la fibre optique aussi, on avait alerté beaucoup d'entre vous sur le sujet, nous sommes très en retard et pour avoir discuté avec les professionnels, ça vient aussi d'une impulsion de la mairie qui ne considérait pas ce sujet comme prioritaire, sauf qu'on le voit avec le télétravail, c'est essentiel pour pouvoir avoir un équilibre et cet accès au numérique est important. Renforcer aussi l'offre sportive, accompagner les associations sportives. Stéphane aurait pu nous parler du sujet puisqu'il s'est fortement impliqué aussi dedans, en les écoutant, en essayant de les accompagner dans leurs besoins de développement, créer un petit peu plus de mobilier urbain pour favoriser le sport santé et l'usage commun de ces équipements sportifs ou des moyens pour fonctionner, c'est essentiel, et créer des pôles de centralité si on peut le faire effectivement pour chacun. Simplifier le rapport au service public, l'accès au service public essentiel, c'était la Maison France Service pour qu'on retrouve aussi un accès à la CAF, à l'assurance maladie, ce qu'on a perdu. Simplifier les démarches administratives en ligne, notamment pour les prises de rendez-vous avec la mairie, pour pas mal de choses. On sait que c'est pas très facile pour tout le monde. Et puis aussi assister plus particulièrement nos seniors dans l'accomplissement de nos démarches. Je crois que notamment pour l'état civil, la Maison Lafitte, c'est un vrai sujet et on se doit de se mettre à la portée de tous. Votre mairie à l'écoute enfin, c'est essentiel pour nous de continuer ce dialogue constructif avec l'équipe municipale, de créer un collectif des Mansoniens qui permet en prise avec la réalité du terrain, qui permet d'alerter. Ça vous donne en fait un cadre, ça institutionnalise ce dialogue. On l'a vu dans le cadre de l'incendie du SIAP, ça manquait cruellement. Vous avez des préoccupations aussi au niveau des nuisances sonores pour les avions, surtout sur le fond du parc. Ces sujets seront pris en charge par ce collectif et pourront faire l'objet d'une vraie étude et d'un retour de la mairie, et c'est essentiel. Les projets participatifs, c'est la fabrique à projets. Je trouve que c'est important que vous puissiez concevoir quelque chose qui vous tient à cœur dans la ville avec le soutien financier de la ville. Et puis maîtriser les finances, il vient un dernier, mais c'est pas un sous-sujet. Maîtriser les finances locales et ne pas augmenter la pression fiscale locale, puisqu'on sait que malheureusement, nous aurons des situations économiques difficiles à relever, des situations personnelles aussi, et on se doit de prendre en considération, malgré le retrait de l'État, au regard des collectivités locales. Voilà, nous avons fini sur le programme. Il est vaste, c'est vrai. On n'est pas dans un débat d'idées, des idéologies, repensons la ville, revivons la ville. On est sur du concret, parce qu'on vous a écouté, parce qu'on a appris de vous, parce qu'on tient notre ville, on connaît notre ville. On a, je vous dis, le défaut de nos qualités, mais c'est quelque chose qui nous passionne. Et donc ce que je souhaite véritablement, c'est que vous continuez à nous soutenir dans notre démarche qui est pour moi la seule alternative crédible dans ces élections. Permettez-nous de finalement transformer l'essai en victoire en allant voter dimanche prochain, en donnant procuration si vous ne pouvez pas être présent. C'est quelque chose qui se prépare, mais votez utile, votez pour notre liste. Et maintenant, place aux questions. Merci.
peut-être maire honoraire. Je pense que c'est quelque chose de bien aussi à lui proposer pour saluer l'investissement personnel pour la ville. C'est 36 ans. Après, il faut qu'il accepte, parce qu'on peut toujours démissionner de toute façon, donc de ses fonctions d'élu. Il faut qu'il accepte, mais je trouve que ce serait une belle transition. Et ça illustrerait bien l'esprit dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on garde tout ce qu'il y a de positif dans la ville et l'histoire de notre ville, et il en fait partie, et on dynamise et on apporte un nouvel élan. Sur ma candidature, effectivement, vous avez souligné, quand je me suis lancée, j'ai essayé la politique, une politique ouverte à la société civile. Parce que quand je regardais, j'ai toujours été droite, hein, on est de famille de droite traditionnellement, mais je n'avais jamais pris ma carte dans un parti politique, parce que pour le dire vraiment comme je le ressens, j'ai toujours trouvé que c'était un spectacle de guignols, bien souvent, où chacun tapait les uns sur les autres, et c'est ce que je vois encore aujourd'hui dans le cadre de cette campagne. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui me plaisait, je voulais pas cautionner ça. Mais je me suis engagée en politique parce que j'ai vu ce parti qui se montait en marche, effectivement, avec cette dynamique de 2017, avec un parti qui vous disait « venez comme vous êtes », pour paraphraser un petit peu un slogan bien connu, venez comme vous êtes, société civile, vous pouvez apporter quelque chose au débat politique. J'ai été sensible à ça. Et effectivement, du coup, j'ai adhéré, mais j'en suis sortie, vous le savez, j'ai fermé la porte, j'ai quitté ce parti, parce que même si l'intention était bonne de repenser les choses, de donner un peu d'ouverture, et je pense qu'on est nombreux à avoir été séduits par cette dimension en 2017, sa traduction matérielle aujourd'hui ne me convient pas. On est vite rentré dans un jeu politique, de la politique à l'ancienne, dans ces partis traditionnels. J'en ai fait les frais également à Maison Lafitte. Je peux vous dire que c'était pas... Les premiers coups sont venus de mon propre parti. Et on était loin de ce qui a fait que j'ai adhéré à ce parti. Et à un moment, j'avais même rejoint les Marcheurs Libres qui était une association, un collectif en interne, qui voulait restaurer ces principes fondateurs de l'engagement politique dans ce parti, mais qui n'a même pas réussi à se faire entendre de l'actuel représentant de ce parti. J'ai décidé de partir de ce parti pour marquer vraiment mon désaccord, pour leur dire que la ligne actuelle ne me plaît pas et qu'effectivement je constate qu'il n'y a pas une volonté politique de revenir à ces arguments d'origine, à cette volonté d'origine. Et puis sa traduction, je ne devrais peut-être pas le dire, mais aujourd'hui, dans la décision, dans le cadre de la crise sanitaire, je vois des incohérences, je vois des choses qui me choquent et je n'adhère pas à cette action politique. Donc aujourd'hui, et ça fait maintenant quelques mois, j'ai eu le courage de mes convictions et je leur ai dit stop, je suis partie de ce parti politique et c'est aussi ce qui a plu à une partie de mon équipe, c'est ce courage politique. Et pour tout vous dire, voilà, c'est quelque chose qui me semble même sain pour la ville parce que j'ai retrouvé cette liberté. C'est pour ça que j'en parlais au début de cette dictature parfois d'un parti politique, même dans des élections municipales.